Je suis rentré chez moi et j'ai découvert que mon chien avait disparu. Ma mère a dit, nous l'avons vendu, les enfants de ton frère avaient besoin de nouveaux téléphones. Tu t'en remettras, j'ai demandé une fois, où est-il? Ils en ont ri. Pas moi. 2 jours plus tard, je l'ai retrouvé et je l'ai racheté. Le lendemain, quand ils ont découvert ce que j'avais fait, ça les a fait hurler. Je suis rentré chez moi pour découvrir que mon chien n'était plus là. Ma mère m'a dit, nous l'avons vendu. Les enfants de ton frère avaient besoin de nouveaux téléphones. Tu t'en remettras. J'ai demandé une seule fois, où est-il? Ils ont pris ça à la rigolade. Pas moi. 2 jours plus tard, j'ai retrouvé sa trace et je l'ai racheté. Le lendemain, quand ils ont découvert ce que j'avais fait, ça les a fait hurler. Je ne me souviens même pas avoir laissé tomber mes clés en entrant. Tout ce dont je me souviens, c'était le silence. Kota n'est pas venu en courant. Pas d'aboiement, pas de grattement à la porte, rien du tout. J'ai appelé son nom une fois, aucune réponse. Je suis entré dans la cuisine et ma mère était juste là, debout, en train de remplir le lave-vaisselle comme si c'était un mardi ordinaire. Je lui ai demandé où était Kota. Elle n'a même pas levé les yeux, elle a juste dit, nous l'avons vendu. Les enfants de ton frère avaient besoin de nouveaux téléphones. Tu t'en remettras. Quelque chose a surgi en moi si vite, que j'ai dû m'agripper au comptoir pour garder les mains stables. Je lui ai redemandé, pensant avoir mal entendu. Elle l'a répété comme si ce n'était rien, comme s'il n'était rien. Je n'ai pas crié, mais je n'en étais pas loin. Ma mâchoire s'est serrée si fort que ça a commencé à me faire mal. Je suis sorti en trombe avant de faire quelque chose que je ne pourrais pas réparer. Mon père était dans le garage, en train de bricoler sa boîte à outils. Je lui ai posé la question et il a juste haussé les épaules. Il a dit qu'il pensait que je m'en remettrais. J'ai à peine réussi à monter dans ma chambre sans claquer toutes les portes sur mon passage. Je me suis assis sur mon lit, fixant la cage vide. Sa laisse était toujours accrochée à la poignée de porte. Ses jouets étaient dans le coin, comme si quelqu'un les avait jetés là sans y penser une seconde. C'est là que la première vague m'a frappé. Pas seulement la colère, mais la réalisation que ce n'était pas une bêtise faite sous le coup de l'émotion. Ils avaient planifié ça. Ils ont pris quelque chose de vivant, quelque chose que j'aimais, et l'ont traité comme s'il s'agissait d'une paire de baskets, de 4 iPhones, pour 4 gamins qui cassent leurs écrans en 3 semaines. Au début, je me suis dit que je réagissais peut-être de manière excessive. Peut-être qu'il y avait une justification tordue que je n'avais pas encore entendue. Mais ensuite, je me suis souvenu de la désinvolture avec laquelle elle l'avait dit, comment personne ne pensait que je m'en soucierais assez pour riposter. C'est là que j'ai compris. Il n'était pas seulement égoïste. Il croyait sincèrement qu'il pouvait me prendre tout ce qu'il voulait, et que je me contenterais de gérer la situation. Sourire, passer à autre chose, comme toujours. Mais cette fois, ils s'en sont pris à la mauvaise chose. Je ne suis pas descendu pour le dîner. Je n'ai parlé à personne. Je suis juste resté allongé dans mon lit à fixer le plafond et, quelque part dans ce silence, un interrupteur a basculé. C'était fini. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à fouiller. Craigslist, groupe Facebook, site de refuge. J'ai consulté chaque annonce dans un rayon de 300 km. Je savais qu'il allait apparaître. Kota était un berger australien de 6 mois. Un pelage parfait, pure race, et cher. Il l'avait probablement vendu rapidement et à quelqu'un du coin. Je suis resté éveillé toute la nuit à faire défiler des photos, à envoyer des messages, à noter des adresses. J'ai séché le travail le lendemain. Mon patron m'a envoyé un SMS. Je n'ai pas répondu. Vers midi, je l'ai trouvé. Il était listé sous un nouveau nom, mais c'étaient les mêmes yeux. Un bleu, un marron, la même bande blanche le long du nez. Il disait qu'il était replacé parce que la famille n'avait pas de temps pour lui. L'annonce était en ligne depuis 7 heures. Je leur ai envoyé un message immédiatement, leur ai dit que je pouvais les rencontrer ce jour-là, et que je paierais plus qu'ils ne demandaient. La personne a accepté. Elle voulait qu'on se retrouve dans un parc public. J'ai retiré de l'argent de mes économies et j'ai conduit jusque-là sans le dire à personne. Quand je l'ai vu sur la banquette arrière de leur voiture, je jure qu'il m'a reconnu avant même que je ne prononce son nom. Je l'ai ramené à la maison sans dire un mot à quiconque. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, ma mère s'est figée. Elle est restée là à me fixer comme si j'avais traîné un fantôme dans le couloir. Elle a dit, « Tu l'as racheté ?»
Je lui ai répondu, non, j'ai racheté ce que vous avez vendu. Ensuite, je suis monté et j'ai verrouillé ma porte. Ils ont hurlé cette nuit-là, frappé contre les murs, m'ont traité de dramatique, ont dit que j'avais gâché Noël. Je n'ai pas répondu. Je planifiais déjà la suite, parce que s'ils pouvaient vendre mon chien pour des téléphones, ils étaient capables de tout. Et ils étaient sur le point de découvrir de quoi j'étais capable, moi aussi. Quand je suis descendu le lendemain matin, la cuisine est devenue silencieuse. Ma mère faisait des pancakes comme si cela allait effacer ce qu'elle avait fait. Mon père avait allumé la télé mais ne la regardait pas. Il était juste assis là, feuilletant un prospectus comme s'il n'attendait pas de voir si j'allais exploser à nouveau. Ils agissaient tous les deux comme si rien ne s'était passé. Aucune mention de quota. Pas de désolé. Pas de « peut-être qu'on a merdé ». Juste des pancakes et des banalités. Je me suis versé du café et n'ai pas dit un mot. Puis je suis retourné dans ma chambre et j'ai vu que le Wi-Fi avait été changé. Mon téléphone ne se connectait plus. J'ai vérifié le routeur. Il clignotait toujours. Il m'avait juste bloqué l'accès. C'était mesquin. Je savais exactement ce que c'était. Leur idée de la punition. J'ai essayé d'appeler mon ami. Pas de réseau. Il s'est avéré qu'ils avaient aussi retiré mon numéro du forfait familial. Juste comme ça. Pas d'avertissement, même pas un préavis. Je suis resté assis là une seconde, fixant le message « Aucun service » en haut de mon écran, et j'ai ressenti une sorte de calme étrange. Pas le bon genre de calme, mais celui qui précède un incendie de forêt. Ils pensaient que j'allais craquer, ramper jusqu'en bas, m'excuser, admettre que j'étais trop émotif, mais ils avaient oublié quelque chose. Le compte bancaire qu'ils utilisaient pour payer toutes leurs factures. C'était le mien. Il avait été ouvert à mon nom. Il y a des mois, ma mère m'avait convaincu d'en faire un compte joint parce qu'elle disait que c'était plus simple. Elle ne voulait pas avoir à me demander sans cesse de virer de l'argent pour des trucs. Courses, factures, essence. Elle disait qu'elle détestait ces tracas. Je l'ai cru. Elle a commencé petit. 40 $ par-ci, 60 par-là. Puis ça s'est transformé en 2 cents $ de charges Amazon. Des abonnements mensuels que je ne reconnaissais pas. Des pleins d'essence complets pour le SUV de mon frère. J'avais demandé une fois à quoi correspondaient certaines charges. Elle m'avait dit que c'était pour la maison. J'avais arrêté de demander, mais maintenant qu'ils me coupaient les vivres comme si j'étais une sangsue vivant sous leur toit, je n'étais pas seulement en colère. J'avais fini d'être gentil. Je me suis connecté, j'ai viré chaque dollar vers un nouveau compte que j'ai ouvert en quelques minutes, et je lui ai retiré l'accès. Ensuite, j'ai appelé la banque, expliqué la situation, et signalé des douzaines de transactions qu'ils avaient faites. Le conseiller m'a dit que j'avais de bonnes chances d'en faire annuler certaines puisqu'elles n'étaient pas autorisées. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé mon ordinateur portable pendant un long moment. Puis j'ai regardé Quota. Il était allongé sur le flanc, la langue sortie, les pattes qui tressaillaient pendant qu'il rêvait. Il pensait vraiment qu'il pouvait juste me le prendre et que j'allais l'accepter. Pas cette fois. J'ai attrapé mon sac, je l'ai bourré avec l'essentiel, ordinateur portable, vêtements, chargeur, carnet, la laisse de Quota, certains de ses jouets, et sa nourriture. Je n'ai pas pris la peine de laisser un mot, je suis juste sorti, j'ai verrouillé ma porte derrière moi, et j'ai conduit directement chez Tess. C'était une collègue que je ne connaissais pas très bien, mais elle avait toujours été gentille avec moi. Quelquefois, quand je m'étais plaint de ma situation à la maison, elle m'avait dit de venir crècher chez elle si jamais j'avais besoin d'espace. J'avais toujours pris ça à la légère. Cette fois, non. Je suis resté sur son canapé la première nuit, Quota recroquevillé à mes pieds. Elle n'a pas posé de questions, elle m'a juste tendu une couverture et a dit que la chambre d'amis serait prête le matin. Vers 23 heures, mon téléphone s'est allumé. Je l'avais passé sur une carte SIM prépayée plus tôt dans la journée. J'avais encore le Wi-Fi chez Tess. Le premier message était de ma mère. « Où es-tu allé ?» Puis mon père. « Amanda, sois sérieuse. Rentre à la maison. » Puis mon frère. « C'est à cause du chien ? Sérieusement ? » Puis encore ma mère. « On s'inquiète pour toi. » Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je me suis assis par terre avec mon ordinateur portable et j'ai ouvert un site d'annonces immobilières privées. J'ai commencé à chercher des locations dans une partie complètement différente de la ville.
Pas un seul d'entre eux ne s'était excusé. Pas un seul n'avait demandé si j'allais bien. Ils voulaient juste que je revienne parce que j'avais rendu les choses plus difficiles pour eux. Le lendemain, j'ai reçu une alerte sur l'ancien compte. Ma mère a essayé de se connecter 3 fois. Accès refusé. Elle m'a envoyé un nouveau SMS. Qu'est-ce que tu as fait? Puis 10 minutes plus tard, tu dois m'appeler maintenant. Puis encore, c'est ridicule. J'ai éteint mon téléphone. Ils avaient passé des années à s'assurer que je reste dépendante d'eux, des années à me culpabiliser chaque fois que j'essayais de grandir, d'économiser de l'argent, de prendre mes propres décisions. Ils faisaient passer ça pour de l'aide, pour que je garde les pieds sur terre. Mais maintenant, ils paniquaient parce que, pour la première fois, ils ne pouvaient pas me joindre, ne pouvaient pas me suivre, ne pouvaient pas m'utiliser, et je ne faisais que commencer. Au 3e jour, ils ont commencé à perdre pied. J'étais toujours chez Tess, dormant dans la chambre d'amis maintenant, essayant de rester discrète, profil bas. Je passais la majeure partie de la journée à chercher du travail. Pas parce que j'avais perdu le mien, mais parce que je ne voulais pas passer une semaine de plus à travailler dans un endroit situé à 5 minutes de la maison de mes parents. Chaque fois que je regardais par la fenêtre, je m'attendais à moitié à ce que l'un d'eux débarque. C'est le genre de personnes qu'ils étaient. Débarquer sans invitation, sortir un grand discours sur « on t'aime », tout en glissant de la culpabilité comme du poison sous chaque mot. Mais cette fois, ils ne pouvaient pas me joindre. Ils ne savaient pas où j'étais. Ils ne savaient pas que j'avais déjà donné mon préavis au travail. Ils ne savaient pas que je coupais chaque fil qu'ils avaient enroulé autour de ma vie depuis le lycée. Et ils n'aimaient pas ça. Ça a commencé par les SMS, d'abord de ma mère. Amanda, arrêtons ça. Puis, où loges-tu? Est-ce que tu vas bien? 1 heure plus tard, tu réagis trop fort. On n'a rien fait de malveillant. Ensuite, mon père est intervenu. Ce n'est pas comme ça qu'on gère les problèmes. Nous sommes une famille. On ne s'enfuit pas, puis mon frère, tu as volé de l'argent. Tu as vidé le compte. C'est dégueulasse. Celui-là m'a fait rire. Je n'avais rien volé. Ce compte était à mon nom. Ils l'avaient siphonné pendant plus d'1 an comme si c'était leur distributeur automatique personnel. Courses, abonnement de streaming, essence pour des voitures que je ne conduisais pas. Une fois, j'ai trouvé un débit d'un restaurant à 2 villes de là, un dîner auquel je ne savais même pas qu'ils étaient allés. Ma mère avait juste dit, on s'est dit que ça ne te dérangerait pas de couvrir ça. Ils s'étaient trompés. Après avoir retiré l'argent et bloqué l'accès, j'ai déposé un dossier à la banque et commencé à rassembler des preuves. Capture d'écran, relevé, SMS. Je ne savais pas si j'en aurais besoin légalement, mais je voulais que ce soit documenté. Je ne leur faisais pas confiance pour ne pas déformer les choses en une histoire larmoyante plus tard. Et bien sûr, ils ont commencé à essayer de réécrire l'histoire. Quand ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas me culpabiliser pour me faire répondre, ils ont essayé la meilleure chose suivante, limiter les dégâts. Ma tante Pam m'a appelé pour me dire qu'elle avait entendu parler d'un drame et que peut-être nous devrions tous nous asseoir ensemble pour mettre les choses au clair. Je lui ai demandé si elle était au courant pour le chien. Elle a dit, oui, mais il pensait que ça aiderait les petits-enfants. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur sa position. Alors, j'ai passé un nouvel appel. Tante Betty, la sœur aînée de ma mère. Elle ne parlait pas beaucoup lors des réunions de famille. Mais quand elle le faisait, les gens se taisaient et écoutaient. Elle n'avait ni enfant, ni mari, ni filtre, et aucune peur de personne, y compris mes parents, surtout mes parents. Je ne lui avais pas parlé depuis plus d'1 an. Mais elle a décroché à la 2e sonnerie. Et, c'est Amanda, ai-je dit. Je lui ai tout raconté. J'ai gardé une voix calme. Je n'ai rien édulcoré. Le chien, les téléphones, le compte, le silence. Je lui ai dit comment ils agissaient comme si c'était moi qui les avais trahis, comment ils me traitaient comme une ressource qui leur avait été refusée. Elle ne m'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai fini, elle n'a dit que 2 choses. Viens rester avec moi. Je m'occupe du reste. Je n'ai pas demandé ce que « s'occuper » signifiait. Je n'en avais pas besoin. Ce soir-là, j'ai emballé ce que j'avais chez Tess. Vêtements, ordinateur, cage du chien, l'essentiel. Je lui ai dit au revoir en la serrant dans mes bras, je l'ai remercié 100 fois, et je suis monté dans la voiture avec Kota.
Il s'est recroquevillé sur la banquette arrière et a dormi la majeure partie du trajet. 2 heures plus tard, nous nous sommes garés dans l'allée de Betty. Sa maison était à la lisière d'une petite ville, cachée derrière des arbres, calme et à l'allure nette, tout comme elle. Quand je suis entré, elle avait une chambre d'amis prête. Lit fait, serviette pliée, un bol propre déjà sorti pour Kota. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle n'en avait pas besoin. Plus tard dans la nuit, pendant que je déballais mes affaires, j'ai entendu son téléphone vibrer dans la cuisine. Puis j'ai entendu sa voix, basse et directe. On doit parler. En personne. Et ne me sortez pas votre baratin habituel. Je ne suis pas Amanda. Je n'ai pas entendu l'autre côté, mais je savais exactement à qui elle parlait. Probablement aux deux. Betty était l'option nucléaire, celle qu'ils n'avaient jamais pensé que j'appellerais. Et maintenant, ils allaient devoir traiter avec elle, pas avec moi. Je me suis allongé dans le lit cette nuit-là. Kota recroquevillait à côté de moi, respirant de manière régulière et chaude. Ma mère avait l'habitude de dire, la famille reste soudée quoi qu'il arrive. Juste après avoir fait quelque chose qui me donnait envie de disparaître. Mais alors que j'étais allongé là dans cette chambre calme et propre, j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais jamais permis de croire auparavant. Parfois, c'est la famille le problème. 2 jours après mon arrivée chez tante Betty, elle est entrée dans la chambre d'amis avec une tasse de thé et a dit « Reste cool, ne prévois rien après le déjeuner ». Puis elle est partie avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire. Je n'ai pas demandé, je savais. J'ai passé la matinée à faire défiler des annonces de location avec la tête de Kota sur mes genoux. Il commençait enfin à se détendre à nouveau. Ça m'a frappé à ce moment-là à quel point il avait été tendu à la maison, toujours alerte, toujours à observer. Maintenant, ici chez Betty, il ronflait, s'étirant comme s'il n'avait aucun souci à se faire. Juste avant 13 heures, Betty a mis son manteau, a attrapé un dossier sur le comptoir de la cuisine et m'a dit « Garde ton téléphone près de toi ». Puis elle est sortie et est partie en voiture sans un autre mot. Elle est partie pendant environ 1h30. À son retour, elle n'a pas dit grand-chose, elle m'a juste tendu un sac de la boulangerie en ville, a tapoté la tête de Kota et s'est assise à la table avec son thé comme si elle ne venait pas de partir au combat. Mon téléphone a commencé à sonner juste après. Ma mère d'abord. Tu n'avais pas besoin de mêler Betty à ça. C'était bas. Puis mon frère. Waouh, vraiment mature. J'espère que tu es fier de toi. Puis mon père a appelé, ce qu'il ne fait jamais. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé l'écran s'allumer jusqu'à ce qu'il s'arrête. Betty a jeté un coup d'œil au message et a finalement rompu le silence. Ils sont embarrassés. C'est bien. Je lui ai demandé ce qu'elle leur avait dit. Elle a eu un sourire en coin et a dit, je leur ai rappelé ce qui arrive quand on croise quelqu'un qui se souvient de tout. Plus tard, j'ai eu plus de détails. Elle est entrée directement dans la maison sans frapper. Ma mère a essayé de feindre la chaleur comme si rien ne s'était passé. Mon père se tenait derrière elle avec ce faux calme qu'il utilise quand il pense qu'il a encore le dessus. Betty n'a pas perdu de temps. Elle a tout déballé. Ce qu'ils avaient fait avec Kota. Comment ils utilisaient mon argent. Comment ils avaient coupé ma ligne téléphonique et changé le Wi-Fi. Elle a appelé les choses par leur nom. Manipulation. Et quand ma mère a essayé de protester, Betty l'a fait taire. Elle leur a dit qu'ils me traitaient comme une domestique, pas comme une fille. Que je ne m'enfuyais pas. Que je reprenais enfin ma vie en main. Elle a dit que s'ils n'arrêtaient pas d'envoyer des SMS, d'appeler ou d'essayer d'entrer dans mes comptes, elle rendrait personnellement chaque détail public. Elle a même dit qu'elle avait déjà parlé à quelqu'un du journal local. Un bluff probablement, mais connaissant Betty, je ne serais pas surpris. Puis elle a dit à mon père qu'elle savait tout sur les travaux qu'il avait fait sans permis sur le garage, et qu'elle serait ravie de déposer quelques photos au bureau de l'inspecteur. Ils se sont tus. Elle est partie. Et d'une manière ou d'une autre, fidèle au style de ma famille, leur conclusion n'a pas été « nous avons merdé ». C'était « Amanda a monté quelqu'un contre nous ». Ce soir-là, pendant que Betty regardait la télé, j'ai vérifié mes emails et j'ai reçu une alerte de sécurité de ma nouvelle banque. 3 tentatives de connexion échouées. Ils essayaient encore d'accéder à mon compte. Ils n'arrivaient toujours pas à croire que j'avais eu l'audace de les bloquer. Mais ce n'était pas le pire. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu une demande Venmo de mon père. $200, disait la note.
pour les dépenses que tu nous dois. J'ai ri, pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement typique d'eux. C'est ce qu'ils étaient. Vendre mon chien, voler sur mon compte, puis me demander de les payer. Le lendemain, j'ai visité un appartement à environ 40 minutes de là. Rien de chic. 2e étage, pas d'ascenseur. Une odeur bizarre dans le couloir, mais il y avait de l'espace, de la lumière du soleil, et les chiens étaient acceptés. J'ai signé le bail sur le champ. Le propriétaire m'a demandé si j'avais besoin de quelques jours pour réfléchir. Je lui ai dit que je réfléchissais depuis des années. Quand je suis rentré chez Betty ce soir-là, je lui ai dit que je déménagerais la semaine prochaine. Elle n'a pas dit félicitations. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle a juste hoché la tête une fois et a dit « Assure-toi qu'il n'est pas ta nouvelle adresse ». Cette nuit-là, j'ai refusé la demande Venmo et j'ai bloqué mon père. Je ne me sentais pas coupable, même pas un peu. Je me sentais éveillé. Il pensait encore que je ne faisais qu'évacuer ma colère. Que je reviendrais quand je serais calmé. Que je pardonnerais et oublierais comme je le faisais toujours. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il ne perdait pas seulement l'accès à mon argent. Il perdait l'accès à moi. Le jour de l'emménagement m'a semblé irréel. J'attendais sans cesse que quelque chose tourne mal. Un appel du propriétaire, un texto soudain de ma mère, n'importe quoi pour me ramener en arrière, mais rien ne s'est passé. J'ai signé les papiers, pris les clés et monté le premier carton dans l'escalier étroit, seul. L'appartement était petit et un peu moche, pour être honnête. Les murs étaient tachés d'un beige bizarre. Le frigo faisait un bruit de cognement toutes les 10 minutes, et le salon avait un triste plafonnier qui clignotait quand c'était trop calme. Mais c'était à moi. Personne pour me dire de nettoyer derrière quelqu'un d'autre. Personne pour demander où j'étais. Personne pour prétendre que je leur devais quelque chose simplement parce que j'existais. Je me suis assis par terre avec Kota, entouré de cartons, et j'ai juste regardé le silence. Il s'est appuyé contre mon flanc et a soupiré comme s'il comprenait. Peut-être qu'il comprenait. Je n'avais dit à personne où je déménageais. Même pas à mon frère. Surtout pas à ma mère. Seule tante Betty savait. Et je lui ai dit de ne pas partager un seul détail. Pas l'adresse, pas la ville, pas même le code postal. La première nuit, j'ai dormi sur un matelas emprunté avec une couverture qui sentait la lessive de Betty. Je me suis réveillé avec 19 appels manqués. Je n'avais même pas autant d'amis. Ils venaient tous de mes parents, de mon frère, de sa femme, et un d'un numéro que je ne reconnaissais pas, probablement ma mère utilisant le téléphone de quelqu'un d'autre. Puis les messages ont recommencé. De mon frère, alors tu nous fantômes juste? C'est ton truc maintenant. De ma mère, tu n'as pas à vivre comme ça. Tu es dramatique. De mon père, tu aurais pu nous parler. Maintenant regarde ce que tu as fait. Je les ai tous bloqués un par un. Je n'ai même pas lu les 2 derniers. Je n'en avais pas besoin. Puis Betty a appelé. Ils se sont pointés ici, a-t-elle dit, calme comme toujours. Je n'ai rien dit au début. Ils ont apporté une tarte. Tu y crois? Industriel en plus. Elle a dit que ma mère avait essayé de la serrer dans ses bras, que mon père se tenait derrière elle comme un homme de main, et que mon frère n'avait pas parlé jusqu'à ce que Betty lui demande s'il avait quelque chose à dire. Il a marmonné quelque chose sur le fait que ça allait trop loin. Betty leur a dit que j'avais déménagé et que je ne voulais aucun contact. Elle ne leur a pas dit où. Ma mère est apparemment devenue silencieuse comme si elle calculait son prochain coup. Elle a demandé si j'étais en sécurité, si je voyais quelqu'un, comme si soudainement il s'en souciait. Puis elle a sorti sa vraie carte, nous sommes prêts à lui pardonner si elle veut rentrer à la maison. Betty leur a ri au nez. Elle leur a dit que personne n'avait besoin de leur pardon, que je n'avais rien fait de mal, que ce n'était pas une question d'émotion, mais le fait que c'était fini. Puis elle leur a dit quelque chose qui a cloué le bec à tout le monde, si vous l'aimiez ne serait-ce qu'à moitié autant que vous aimez la contrôler, rien de tout ça ne serait arrivé. Ils sont partis après ça. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé une enveloppe coincée entre la porte moustiquaire de Betty et le porche. Pas de timbre, pas d'adresse de retour. À l'intérieur, il y avait un mot écrit à la main par ma mère qui disait « Tu es toujours notre fille. Nous avons fait des erreurs, mais cela n'efface pas ce que nous avons fait pour toi. Un jour, quand tu auras tes propres enfants, peut-être comprendras-tu à quel point c'était dur pour nous. S'il te plaît,
rentre à la maison pour que nous puissions aller de l'avant. Il y avait la torsion caractéristique. Ce que nous avons fait pour toi, comme si des années à m'utiliser justifiaient cela. J'ai montré le mot à Betty. Elle n'a rien dit. Elle a juste allumé la cheminée, l'a jeté dedans et m'a demandé si je voulais du thé. C'est à ce moment-là que j'ai su. Pas seulement que j'en avais fini avec eux. Je le savais déjà. Mais que j'en avais fini de me justifier auprès de qui que ce soit. Ce soir-là, j'ai pris des photos de mon nouvel endroit. Rien de chic, juste un canapé, Kota dormant près de la fenêtre, une petite étagère que j'avais construite moi-même. J'ai pensé pendant une seconde à leur envoyer les photos, à leur montrer ce qu'ils avaient perdu. Mais ensuite j'ai réalisé qu'ils ne se souciaient pas de moi. Ils se souciaient de l'accès à moi. Alors, je n'ai rien envoyé. Et j'ai pris une décision juste là. Je ne les inviterai jamais. Pas pour le dîner, pas pour les vacances, pas pour faire la paix, pas même pour leur montrer ce dont ils auraient pu faire partie s'ils m'avaient traité comme un être humain au lieu d'un portefeuille. Je n'avais pas besoin de leur drame dans mon salon. Je n'avais pas besoin de leurs excuses maintenant que Betty les avait effrayés pour qu'ils fassent semblant de s'en soucier. Ils avaient vendu mon chien. Ils avaient vendu mon chien et pensaient que je m'en remettrais au nom de la famille. J'ai choisi la paix à la place. Et rien de ce qu'ils diront ou feront ne passera plus jamais ma porte d'entrée. 3 mois ont passé avant même que je ne m'en rende compte. La vie dans le nouvel appartement s'est installée dans ce rythme régulier qui semblait presque irréel au début. Pas de cris le matin. Pas de bruit de pas faisant les 100 pas devant ma porte. Pas de demande d'argent aléatoire déguisée en devoirs familiaux. Juste moi, mon chien, et un petit foyer bon marché avec des lumières clignotantes qui, d'une certaine manière, semblaient plus sûres que n'importe quelle maison où j'avais vécu auparavant. Kota s'est adapté plus vite que moi. Il a appris les bruits de l'immeuble. Le voisin avec les grosses bottes. Le gamin à l'étage qui adorait faire tomber des trucs. Le vieux réfrigérateur qui gémissait comme un animal fatigué. Il se recroquevillait à côté du canapé chaque nuit, étendait ses pattes sur mes genoux, et s'endormait comme s'il n'avait jamais rien connu d'autre que le calme. Je pense que c'est là que ça m'a le plus frappé, à quel point il était devenu paisible, parce que tout ce qu'il m'avait fait, il le lui avait fait à lui aussi. Le premier signe que ma famille n'était pas encore passée à autre chose est arrivé un samedi matin. Quelqu'un a sonné à la porte d'entrée de mon immeuble. Le son a résonné dans le couloir, inconnu et aigu. Je n'attendais personne. Pas de colis, pas d'appel de maintenance. Je me suis figé là où j'étais, en train d'essuyer une poêle. La sonnette a retenti 2 fois de plus. J'ai vérifié par la fenêtre donnant sur la rue. Je n'ai pas reconnu la femme qui attendait près de l'entrée. Elle tenait une petite boîte brune dans ses mains comme si c'était quelque chose de délicat. Elle n'a pas dit son nom quand j'ai demandé qui elle était par l'interphone. Elle a juste dit que c'était une livraison pour Amanda. Je ne l'ai pas laissée entrer. Elle a laissé la boîte près des boîtes aux lettres et est partie sans se retourner. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée de moi, mes parents et mon frère datant d'un été lointain. Je devais avoir 9 ans. Ma mère avait ses bras autour de nous deux et je tenais un cône de glace en train de fondre. Quelqu'un avait scotché un mot au dos du cadre. Tu nous manques. S'il te plaît, contacte-nous. Parlons. Pas de signature, mais je n'en avais pas besoin. J'ai remis le cadre dans la boîte et je l'ai rangé dans le placard. Ça ne semblait pas juste de le jeter, mais je n'étais pas prête à l'exposer non plus. 2 jours plus tard, j'ai changé les serrures. Une semaine après ça, j'ai reçu un email sur l'ancien compte que je consultais à peine. C'était long, presque une dissertation. Ma mère l'avait écrit. Elle parlait de Noël, de comment les enfants demandaient où j'étais, de comment papa avait du mal. Elle disait qu'ils avaient réfléchi à tout. Pendant une petite seconde, j'ai pensé qu'il pourrait y avoir des excuses quelque part. Il n'y en avait pas. Ce qui s'en rapprochait le plus était, nous avons fait des erreurs, mais tu as rendu les choses très difficiles en nous coupant les ponts si durement. Puis le coup de grâce, peu importe ce qui s'est passé, nous ne méritions pas la façon dont Betty nous a parlé. Tu aurais dû nous confronter en privé au lieu de nous humilier. Il y avait encore une fois, non pas du regret, ni de la compréhension, juste de l'embarras. Ils étaient désolés des conséquences, pas de leurs actions. Je n'ai pas répondu. J'ai fermé l'email et j'ai finalement supprimé le compte entier. Tout ce qui était lié à eux, disparut en un clic. Ma vie maintenant ne ressemble en rien à celle qu'ils contrôlaient.
Je travaille à distance avec un nouveau job qui ne m'oblige pas à passer devant leur quartier. Je fais de longues promenades avec Kota avant le coucher du soleil. J'ai commencé un cours de photographie en villet, la plupart des week-ends, je ramène des piles de tirage qui encombrent la table de la salle à manger. Il y a une plante sur la fenêtre que je n'ai pas encore tuée. J'ai organisé une soirée cinéma pour moi-même vendredi dernier et je n'ai pas entendu une seule voix élevée dans tout l'immeuble. Chaque jour ressemble à un endroit que je n'avais pas le droit d'atteindre avant. Bien sûr, certaines nuits, je m'assois sur le canapé et je me demande qui je serais s'ils m'avaient traité différemment. S'ils avaient demandé au lieu d'exiger, s'ils avaient aimé au lieu d'utiliser. Mais la pensée s'estompe toujours de la même manière. S'ils s'étaient jamais souciés de moi, je ne serais pas ici. La paix est étrange, mais elle est à moi. Je ne leur ai jamais envoyé ma nouvelle adresse. Jamais dit dans quelle ville j'avais déménagé. Jamais répondu à un appel ou un SMS. Et plus le silence s'étire, plus cela devient facile. Les gens parlent de couper les ponts avec la famille comme si c'était mettre le feu à une maison. Pour moi, cela ressemblait plus au fait d'en sortir enfin, et de laisser la porte se refermer derrière moi pour de bon.